OK. Je vous présente Mary Stewart. Mary Stewart est une étudiante en études de l'environnement à l'Université d'Ottawa et une des fondatrices de Climate Justice U Ottawa. Elle travaille actuellement pour le département de géographie, environnement et géomatique à l'université. Elle est aussi passionnée du monde naturel et elle va travailler comme naturaliste avec Parks Ontario cet été. Bienvenue Mary et je vous en prie. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vais juste partager mon écran. Ok, parfait. Donc, oui, bonjour tout le monde. J'ai vraiment hâte de vous parler aujourd'hui. J'aimerais juste commencer ma présentation par souligner le fait que je suis présentement à Muskoka, en Ontario, qui est sur le territoire Chippewa des Ramas et les Mohawks Wata. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'Université d'Ottawa qui se trouve sur le territoire non cédé par les Algonquins Anishinaabe. Donc, cela signifie que les Algonquins n'ont jamais accepté de partager leurs terres et qu'ils ne les ont jamais cédés à la couronne par le biais d'un traité, bien que plusieurs traités au Canada soient contestés pour diverses raisons. Je pense que spécialement dans le travail de justice climatique, il est tellement important de reconnaître la colonisation et le génocide qui continue des peuples autochtones et de reconnaître l'importance de soutenir les Autochtones dans le travail de décolonisation, les mouvements de souveraineté et le land back. Les Autochtones étaient les premiers environnementalistes. Vous avez peut-être déjà entendu dire que bien que les Autochtones représentent 5% de la population mondiale, ils protègent 80% de la biodiversité mondiale. Donc, ils sont toujours en première ligne pour la conservation et la protection de l'environnement. Non seulement ils sont confrontés à la violence coloniale liée à la destruction des environnements dans lesquels ils vivent, mais ils sont souvent en première ligne pour résister aux grands projets comme des projets de combustibles fossiles qui créent d'énormes dommages environnementaux. Ils sont souvent criminalisés pour ce fait. Je voulais souligner un rapport récent par Indigenous Environmental Network, Indigenous Climate Action et Oil Change International qui a trouvé que la résistance de la part des communautés autochtones à 20 projets de combustibles fossiles a arrêté ou tardé la pollution équivalente à au moins de 25% des émissions annuelles des États-Unis et du Canada à travers les 10 dernières années. Donc, ce travail est indispensable et important à reconnaître en mobilisant pour une transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'Université d'Ottawa comme cas d'étude où il y a eu quelques campagnes de désinvestissement menées par des étudiants et une campagne qui a vu du succès. Donc, juste brièvement, je vais parler un peu du mouvement Fossil Free au Canada et puis le groupe de Fossil Free à l'Université d'Ottawa. Ensuite, mon groupe Justice climatique U Ottawa et notre campagne. Un peu sur maintenant quoi faire après avoir un peu terminé au moins cette stade de notre campagne. Et puis comment les campagnes de désinvestissement aident à changer la conversation sur le changement climatique et comment ces campagnes font partie d'un mouvement plus large. Donc, je vais essayer de pas trop répéter ce que Marion et Darlene ont déjà expliqué, mais le mouvement de désinvestissement des combustibles fossiles a vraiment commencé au début des années 2010 et au printemps 2012, il y avait plus de 50 universités américaines qui avaient des campagnes de désinvestissement. Donc, le mouvement a été grandement accéléré par la création de la campagne Go Fossil Free par 350, l'organisation climatique. Cette campagne souligne que les actions individuelles ne peuvent pas atténuer seules la crise climatique et elle pousse à une action politique collective.
Donc, de manière générale, le mouvement de désinvestissement cherche à exiger des entreprises de combustibles fossiles qu'elles laissent toutes leurs réserves sous terre et à faire en sorte que le gouvernement adopte une législation plus stricte pour atteindre des objectifs climatiques. Les objectifs plus immédiats des campagnes de désinvestissement sont de sensibiliser au changement climatique et au rôle des entreprises dans ce domaine. Donc, la campagne de Fossil Free maintenant a 3 grandes demandes. Elles sont d'accélérer la transition vers une nouvelle économie d'énergie propre et juste en soutenant les solutions énergétiques dirigées par les communautés, en arrêtant et en interdisant la construction de tous les projets de pétrole, de charbon et de gaz, et de couper la licence sociale et le financement des combustibles fossiles. Mais au Canada, ça a pris du temps pour que le mouvement ait du succès, mais le mouvement s'est accéléré juste ces dernières années. Comme vous pouvez voir dans cette diapositive, on a eu plusieurs engagements juste dans les dernières quelques années, mais il est important de noter que ces engagements sont assez différents à travers les institutions différentes. Donc, on ne parle pas du désinvestissement complet dans tous les cas. Par exemple, plus récemment, en mars 2022, l'Université de Carleton à Ottawa s'est engagée à céder ses investissements directs dans les combustibles fossiles dans ces fonds de dotation et d'exploitation non dotés. Ils se sont engagés à établir une stratégie visant à la décarbonisation de leur portefeuille d'ici 2030. Mais à l'Université d'Ottawa, ça fait plusieurs années depuis la première campagne pour le désinvestissement. Donc, en 2013, un groupe appelé Fossil Free U Ottawa a lancé une campagne de désinvestissement des combustibles fossiles en lien avec la campagne de 350. Donc, ils ont organisé pendant plusieurs années ils ont créé un rapport expliquant les raisons économiques, environnementales et sociales pour les désinvestissements qu'ils ont présenté au bureau des gouverneurs à l'Université d'Ottawa. Mais après 3 ans de mobilisation de la part de ce groupe et différentes sortes d'interventions, en 2016, le bureau des gouverneurs de l'université n'a pas approuvé le désinvestissement complet de son portefeuille. Toutefois, il a approuvé un rapport qui a été présenté par le Comité des finances et de la trésorerie qui visait à rendre l'université moins dépendante des combustibles fossiles dans son portefeuille et de décarboniser son portefeuille. Donc, au lieu de désinvestir, ils ont décidé d'adopter une approche qu'ils ont appelée holistique. Ils ont réaffirmé leur engagement envers les principes des Nations Unies pour l'investissement responsable et l'engagement de Montréal sur le carbone. L'université a fait plusieurs autres engagements incluant d'appliquer des politiques existantes à tous les actifs sous gestion et intégrer les facteurs ESG aux côtés des facteurs économiques. Donc, c'est plusieurs choses dont on a parlé dans les dernières présentations. Aussi de poursuivre les engagements auprès des entreprises par le biais de gestionnaires d'investissement externes, d'exiger les gestionnaires d'investissement qui fassent un rapport sur l'intégration des facteurs de ESG, de mesurer, de divulguer les émissions de gaz à effet de serre des portefeuilles et puis de fixer un objectif mesurable de réduire les émissions ou l'empreinte carbone du portefeuille. Donc vraiment, ils ont fait des engagements qui sont en lien avec beaucoup d'investisseurs aujourd'hui. Donc, même si ce n'était pas un désinvestissement complet, la campagne Fossil Free Water, après plusieurs années, ont vu, disons, comme une victoire partielle. Donc, ce groupe a fait un travail extraordinaire en engageant les étudiants, en mobilisant pour le désinvestissement, ce qui a beaucoup fait bouger les choses à l'Université d'Ottawa et a jeté les bases de notre campagne quelques années plus tard. Donc, je vais vous donner quelques exemples d'actions comme lorsque le groupe a présenté un Valentin à l'ancien recteur Alan Rock pour demander que l'université rompe avec les combustibles fossiles.
Donc, en ce qui concerne notre campagne, j'ai entendu parler pour la première fois des campagnes de désinvestissement et de la campagne précédente à l'Université d'Ottawa en 2020, lorsque je travaillais au sein du syndicat étudiant. J'ai lu un peu l'histoire de la campagne précédente et les engagements de l'Université d'Ottawa envers les principes d'investissement responsable et ESG. J'ai tout de suite remarqué des divergences entre le langage ambitieux utilisé par l'université et l'information très abstraite qu'il présentait dans ses rapports sur l'action sur le changement climatique. J'ai donc envoyé un courriel au directeur des investissements de l'université pour poser des questions à ce sujet et au sujet du désinvestissement. Bien entendu, je n'ai pas eu de réponse de lui, mais quelques mois plus tard, j'ai rencontré des personnes à l'Université de Carleton qui faisaient partie d'un groupe qui s'appelle Climate Action Carleton, et j'ai appris que ce groupe allait lancer une campagne de désinvestissement. Donc, nous, on a parlé de lancer une campagne conjointe entre des étudiants à l'Université d'Ottawa et des étudiants à l'Université de Carleton pour utiliser la compétition interuniversitaire dans nos campagnes. Donc, avec plusieurs autres personnes fantastiques, Climate Justice U Ottawa s'est formé l'été 2020 afin de lancer une nouvelle campagne et de créer un espace pour les étudiants afin d'apprendre davantage sur la justice climatique et aussi de demander plus de l'université à travers leur but de changement climatique et d'action sur le climat. Donc, pour notre campagne, il a consisté de plusieurs aspects qui sont énumérés ici. La première était de faire de la recherche sur les engagements de l'université envers l'investissement responsable, de découvrir la légitimité de ces engagements et puis de comprendre les arguments en faveur et contre le désinvestissement. Donc, ça a été vraiment important d'éduquer la communauté de l'Université d'Ottawa sur le fait que l'université n'avait pas en fait désinvesti malgré beaucoup de malentendus à ce sujet et aussi de parler au sujet de leur engagement. Il était important d'expliquer les différences entre les désinvestissements complets et l'approche de l'université qui était davantage axée sur la décarbonisation de son portefeuille, l'engagement des actionnaires et l'investissement ESG. On a dû expliquer que les principes d'investissement responsable pouvaient encore permettre des investissements dans des entreprises de combustibles fossiles, ainsi que la décarbonisation d'un portefeuille ne signifie pas nécessairement l'abandon des investissements dans l'industrie des combustibles fossiles, étant donné que nombreuses méthodologies ne tiennent pas compte des émissions de portée 3. En plus, on a trouvé que les engagements envers incorporer les facteurs ESG ne sont pas assez. C'est ça notre opinion comme activiste, pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que les rapports et les notations de ESG sont largement non réglementés. Donc, il n'existe pas de critères clairs sur ce qui constitue un investissement durable. On voit aussi que beaucoup des plus grands fonds ESG en Amérique du Nord demeurent investis dans les entreprises pétrolières et gazières. Et la plupart des fonds ESG ne tiennent pas compte encore des émissions de type 3 qui représentent une grande majorité totale des émissions des entreprises de combustibles fossiles. Donc, on a dû vraiment décortiquer l'approche de l'université d'investissement responsable et de contrer les arguments de l'université en faveur de leur pratique d'investissement responsable afin de argumenter en faveur du désinvestissement complet. Et puis, finalement, on était chanceux parce qu'on a pu collaborer avec le syndicat des étudiants de premier cycle, ce qui a été vraiment fantastique d'avoir cette aide. Le président et le commissaire de revendication du syndicat ont parlé
du désinvestissement et l'ont présenté comme une priorité pour les étudiants lors de toutes leurs réunions avec l'administration de l'université. Donc, notre campagne s'inscrivait dans la continuité de travaux antérieurs réalisés à l'université et sur d'autres campus universitaires et ailleurs. Mais il faut dire que la pandémie de COVID-19 a vraiment affecté la façon dont nous pouvions nous organiser et nous avons dû pivoter et agir presque entièrement virtuellement. Il a été difficile de susciter l'engagement des fois et tout le monde était assez fatigué des réunions de Zoom. Mais cependant, il y avait de nombreuses façons d'agir. Comme j'ai déjà mentionné, nous avons fait des recherches pour comprendre les engagements de l'université envers l'information qu'ils ont fournie dans leur rapport d'action sur le changement climatique. Et puis, on a même pu partager notre analyse des engagements et la manque d'information et de clarté envers la progression de l'université dans ses buts à travers des posts sur les réseaux sociaux. On a pu organiser des actions virtuelles comme des envois de courriels aux membres du bureau des gouverneurs et du comité des finances et de la trésorerie à l'université. Nous avons participé à un déjeuner virtuel avec le recteur de l'université, Jacques Frémont, pour lui parler directement, ainsi qu'à d'autres participants du désinvestissement. Et nous nous sommes adressés aux journaux étudiants de l'université et on a pu organiser des événements en ligne comme des conversations live sur Instagram. Donc, je pense qu'il est important de souligner les efforts de la coalition Divest Canada pour rassembler les campagnes de désinvestissement dans tout le pays. Grâce à cette coalition qui a été créée à peu près en même temps que le Club Justice climatique Ottawa, donc, grâce à cette coalition, nous avons pu participer à des réunions assez régulières avec d'autres organisateurs de campagnes à travers le pays et on a pu partager un espace virtuel pour que les gens puissent entrer en contact en tout moment. Donc, même si les campagnes de désinvestissement sont très décentralisées, il y a beaucoup de collaboration entre campagnes, il y a beaucoup de partage d'informations et de stratégies qui est vraiment fantastique de pouvoir partager de l'information à travers les campagnes. Donc, nous avons remporté une grande victoire lorsque, en février, l'Université d'Ottawa a annoncé son engagement de céder dans ses portefeuilles d'investissement à long terme ses actifs liés à des entreprises associées aux énergies fossiles. En même temps, je dois noter que la dernière communication que Climate Justice Ottawa a reçue de l'université était en décembre et c'était une invitation à notre groupe à se joindre à un groupe de travail du comité des finances et de la trésorerie pour discuter le désinvestissement. Donc, l'annonce de désinvestissement est tombée du ciel pour nous, bien que c'était bien reçu. Mais encore, nous ne savons pas toujours où se trouvent les investissements de l'université et on n'a pas plus d'informations sur les normes réelles que l'université impose aux gestionnaires de portefeuille en termes d'investissement responsable et de ESG. Les réponses de l'université aux appels à plus de transparence ont été assez tièdes et les informations qu'elle partage sont trop générales pour donner une bonne idée de ces pratiques réelles. Donc, nous avons demandé également à l'université d'essayer d'inclure des principes de justice climatique dans ses critères d'investissement et de vraiment clarifier ce que sont les normes par rapport au ESG. On a demandé aussi à l'université de considérer des initiatives telles que le réinvestissement communautaire en plus de ses plans de prioriser les investissements dans le secteur d'énergie renouvelable. Et j'aimerais aussi ajouter ici que nous comprenons également que l'université ne s'est toujours pas engagée à désinvestir son régime de retraite. Il semble que les groupes des investissements doivent souvent remporter des victoires plus modestes. Et selon moi, ça contribue quand même à
au moins un des objectifs du mouvement de désinvestissement, puisque ça contribue quand même à la stigmatisation de l'industrie des combustibles fossiles. Et je crois aussi que les groupes de désinvestissement ont tendance à être, ils sont bien conscients que lorsqu'ils n'obtiennent que ces victoires partielles, mais il y a plusieurs l'épuisement des militants étudiants, la diminution de l'intérêt de la communauté universitaire dans cette question de désinvestissement quand les campagnes prennent des années et des années, et puis aussi le taux élevé de rotation des élèves, des étudiants militants après l'obtention de leur diplôme peuvent tous entraver le suivi avec l'université. Donc, il sera très important pour des groupes de désinvestissement sur les campus comme la justice climatique et Ottawa de continuer à faire pression et faire le suivi avec l'administration de l'université pour une plus grande transparence. Et ça, ce que nous devons faire maintenant comme club, c'est vraiment demander pour des mises à jour de l'université et continuer à demander la transparence en rapport à leur pratique de ESG. Mais un autre point que je trouve vraiment important, c'est de nombreuses personnes ne voient vraiment pas la mérite des campagnes de désinvestissement et l'Université d'Ottawa a même qualifié le désinvestissement d'outils émoussés et inefficaces par le passé. Je pense entièrement au contraire, le mouvement de désinvestissement est vraiment utile pour les jeunes qui s'inquiètent de l'avenir et qui veulent apporter des changements significatifs pour faire face à la crise climatique. On nous dit souvent que la seule façon de lutter contre le changement climatique ou les problèmes environnementaux, c'est de prendre des actions ou des mesures individuelles comme réduire notre production de déchets, faire le compostage, acheter des produits qui sont plus écologiques, arrêter de conduire nos voitures. Mais souvent, c'est pas juste à nous on n'est pas capable de prendre ces décisions sans des politiques qui changent. Donc, le mouvement de désinvestissement permet aux gens de reconnaître les causes systémiques de la crise climatique, de comprendre les structures de pouvoir qui sont en jeu et aussi de reconnaître le pouvoir des mouvements sociaux. Et la stigmatisation de l'industrie des combustibles fossiles crée un récit fort pour lier les investissements financiers au changement climatique. Donc, les études commencent à constater de plus en plus que le mouvement de désinvestissement élargit la conversation autour du changement climatique. Donc, certains chercheurs constatent qu'ils transforment lentement le récit du changement climatique, passant d'une analyse technocratique des émissions de carbone à un récit centré sur l'humain qui appelle à un changement systémique et social, tandis que d'autres trouvent que le mouvement parvient à caler le discours public et à faciliter un vaste réseau d'influence qui pourrait amener un changement d'attitude à l'égard du changement climatique et de l'industrie des combustibles fossiles. Donc, je crois que faire partie de ces campagnes et apprendre davantage sur la justice climatique et prendre action en faveur du désinvestissement, ça peut être très valorisant pour les élèves et c'est quelque chose que moi j'ai même noté en aidant à créer ce club. J'ai rencontré plusieurs élèves qui avaient un peu peur en pensant à l'avenir. Ils savaient pas exactement quoi faire et c'était pas juste assez c'est pas assez de se dire oh, je pourrais réduire ma consommation de je sais pas de produits animaux qui est fantastique, mais de pouvoir travailler avec d'autres personnes à vraiment rechercher et reconnaître plutôt les causes plus systémiques du problème et puis essayer de prendre action. Ça peut mener à d'autres actions et à plus de ça aide beaucoup avec l'éco-anxiété, si je peux dire ce mot. Et puis, bien sûr, ce que je trouve intéressant, c'est que le mouvement de désinvestissement sur les campus universitaires, c'est lié au mouvement plus large qui cherche à retirer à l'industrie des combustibles fossiles la licence sociale, les sources de
financement ou même les mouvements qui s'opposent à des projets de combustibles fossiles de manière spécifique. Donc, par exemple, il y a des campagnes visant les banques ou d'autres investisseurs importants qui soutiennent l'industrie, ou même plus largement, il y a les mouvements qui font pression sur les gouvernements pour qu'ils mettent fin aux subventions qui sont accordées à l'industrie des combustibles fossiles. Donc, au sein du mouvement de désinvestissement, il existe également des liens et des conversations avec des mouvements qui s'opposent directement au projet d'oléoduc et les moyens et des conversations à propos des moyens d'être solidaires avec eux. Donc, ici, c'est une autre façon pour le mouvement d'apprendre à propos des injustices climatiques envers des personnes racialisées et notamment les communautés autochtones qui s'opposent au projet des combustibles fossiles. Donc, c'est intéressant de voir comment, pour certains, ce mouvement semble très étroit, mais il est lié à un mouvement plus large en faveur d'une transition juste vers l'abandon des combustibles fossiles et vers une mode de vie qui est plus en accord avec la nature et un avenir plus juste et vers le démantèlement des systèmes qui ne servent que quelques-uns au détriment de nous tous en fin de compte. Donc, juste quelques points, je pense, à retenir, c'est les campagnes de désinvestissement peuvent prendre des années à aboutir. Il y a une conversation vraiment importante aujourd'hui entre, d'un bord, l'investissement responsable et parler de ESG, décarbonation, et souvent, à l'autre bord, on parle du désinvestissement complet, donc de ne plus soutenir les compagnies de combustibles fossiles. Pour les jeunes étudiants qui ont peur de l'avenir, qui veulent prendre action sur les campus universitaires, les pratiques d'investissement responsables qui ne sont pas claires et les engagements sans suivi ne sont pas assez pour répondre à la crise climatique. Et puis, les campagnes de désinvestissement aident à changer cette conversation entre l'action individuelle versus un peu plus collective, et ça contribue au mouvement de justice climatique plus large. Et c'est ça pour ma présentation. Merci beaucoup, Mary Stuart. J'aimerais terminer avec quelques mots de conclusion. Alors, en tout premier lieu, j'aimerais faire une petite correction. Il s'agit bien du 89e congrès de l'ACFAS, au sein duquel notre colloque 609 s'est inscrit aujourd'hui, et non pas du 88e congrès de l'ACFAS. Veuillez excuser cette faute de frappe sur mes autres pages de présentation. Et dans un premier temps, j'aimerais vraiment remercier tous les intervenants d'aujourd'hui. Nous avons parlé d'obligations à impact environnemental et d'un projet de recherche-action très innovant mené en Ontario actuellement par Diane-Laure Arjaliès et ses collègues de l'Université de Western Ontario et plus particulièrement à la Ivey Business School. Nous avons parlé des problèmes associés au verdissement des métriques de risque avec l'actuaire et chercheur en sciences actuarielles Christian Walter de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme à Paris. Nous avons également abordé la thématique du désinvestissement vert et de la sortie de la filière des énergies fossiles par certains investisseurs institutionnels. Présentation de Darlene Imick de l'Université Ottawa, à laquelle j'ai contribué, Marion Briveau de l'Université Laval. Nous avons ensuite donné la parole à des panélistes issus de la pratique et non pas du monde académique. Il s'agissait de Rocio Gueto de chez Mercer Consulting Group, de Daniel Coulombe de l'Université Laval et de Bertrand Milot de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ils ont abordé cette fois-ci leur stratégie d'investissement et non pas de désinvestissement et le suivi de facteurs dits ESG, environnement, société et gouvernance, stratégie menée au sein de leurs institutions respectives. Et nous avons terminé avec un mot de Mary Stuart sur la mobilisation étudiante dont elle était le porte-voix aujourd'hui, mobilisation visant à convaincre toutes les universités de sortir les actifs qu'elles détiennent ou qu'elles gèrent dans la filière des énergies fossiles. Alors, petit mot de la fin qui met le doigt sur certaines limites. Nous n'avons pas aujourd'hui parlé des effets pervers non intentionnels, des solutions purement financières à la crise climatique qui ont été abordées aujourd'hui. Donc, à elles seules, ces solutions dont nous avons parlé
investissement durable, désinvestissement écologique, verdissement des métriques de risque et obligations à impact environnemental. Tout ça, bien entendu, à soi seul, ça ne peut suffire à nous aider à sortir de la crise que nous traversons. Pourquoi? Eh bien, parce que ces solutions, tout d'abord, elles peuvent contribuer à alimenter une sorte de technosolutionnisme, comme le disent les auteurs du livre que j'ai fait figurer à droite de cette page. Technosolutionnisme qui alimente la croyance qu'un jour ou l'autre, des technologies de captation carbone seront disponibles et qu'il n'y a pas vraiment besoin de changer drastiquement nos modes de vie ou nos façons d'investir aujourd'hui, puisque le jour où de telles technologies seront disponibles, eh bien, il suffira à ce moment-là d'investir là-dedans, ce sera rentable et tout le monde sera gagnant. Une telle croyance en la modernité, croyance dans le progrès qui va trouver réponse à tout en son temps, ça n'est pas très sain, étant donné que ça peut nourrir une forme d'attentisme, alors que nous n'avons pas le temps, comme l'ont souligné les experts du GIEC, la fenêtre de tir, c'est les 3 à 5 prochaines années, pas plus loin. Deuxième effet pervers que les solutions purement financières à la crise climatique peuvent engendrer, non intentionnellement, c'est l'idée que l'on peut trouver des solutions chacun dans son coin en réfléchissant par silo. Le silo de la finance, le silo de l'investissement dans le secteur des investisseurs institutionnels, etc. Or, on le voit, le problème actuel, il est systémique et on ne sortira de cette mauvaise passe, si on réussit à s'en sortir, que si chacun s'assied autour de la table pour penser à des solutions multidimensionnelles. Troisième et dernier effet pervers que j'aimerais souligner, même si on pourrait en identifier d'autres, bien entendu, les outils de la finance dite verte peuvent être inefficaces, voire pire, contre-productifs. En effet, tout ce qui est obligation à impact environnemental ou autre pourrait favoriser une forme de marchandisation de la nature et peut-être même encourager une forme de prédation des ressources naturelles rares et limitées. Puisqu'on le sait très bien, le jour où les gouvernements décideront de fermer les centrales à charbon ou d'arrêter d'extraire le pétrole et de l'acheminer, eh bien à ce moment-là, on va tous devoir massivement investir dans l'éolien et le solaire. Or, la construction des infrastructures nécessaires à la production de ces énergies renouvelables et vertes, eh bien, va demander dans un premier temps à ce que l'on ait tous accès partout dans le monde à des terres rares et à certains métaux qui n'existent qu'en quantité limitée dans certains pays seulement. Et donc, il va y avoir probablement des comportements de prédation de ces ressources rares avant que d'autres ne s'en emparent. Donc, une suggestion pour ne pas terminer sur cette note un petit peu déprimante, c'est que pour aller plus loin, il est dans un premier temps nécessaire de vraiment voir clair dans tout ce qui relève du greenwashing, pas seulement au niveau discursif, pas le greenwashing qu'on trouve dans les rapports annuels où les entreprises tentent de verdir leur image alors que finalement elles ne font rien de concret. Je ne parle pas de ce greenwashing-là, mais du greenwashing qui consiste à croire en des solutions qui ne sont pas de vraies bonnes solutions, tout simplement parce qu'elles déplacent le problème au lieu de le résoudre. Et donc ma suggestion pour aller plus loin, c'est un livre qui vient de paraître chez Seuil à Paris dans la collection Anthropocène, parution de 2002, et dont le titre est Manuel pour dépolluer le débat public, Aurélien Berland, Guillaume Carbou et Laure Tellière. Je vous recommande chaudement la lecture de ces textes que j'ai trouvés particulièrement édifiants. Et je ne pourrais terminer le colloque sans un remerciement à Raphaël Lecomte pour ses suggestions de lecture qui ont été extrêmement utiles pour nous aider à préparer ce colloque. Merci Raphaël Lecomte. Merci de nouveau à tous les conférenciers d'aujourd'hui, dont je rappelle le nom sur cette page, Rocio Gueto, Daniel Coulon, Bertrand Milot, Diane-Laure Arjaliès et Christian Walter, ainsi qu'à tous les participants qui ont pu être présents aujourd'hui, du début à la fin. C'est pas si facile de garder sa concentration intacte quand un colloque est entièrement en ligne. Et enfin, un remerciement tout spécial à l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval, l'IDEA, pour son soutien. Bonne soirée à tous.